Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne de l'Hélioculteur. On est le 1er janvier 2026, donc c'est le début d'année 2026. Bonne année à tous. Et nous sommes le premier jour de l'histoire de cette chaîne YouTube qui est la chaîne YouTube de l'Hélioculteur que je vais présenter et animer. Et cette vidéo est là pour vous accueillir sur cette chaîne et pour vous expliquer quel est le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne est de faire un journal de bord de l'aventure d'installation agricole que je vais vivre. Et cette aventure agricole que je vais vivre sera faite autour d'ateliers d'expérimentation et autour d'ateliers d'installation agricole. Donc je vais m'installer, je vais faire de l'expérimentation et on va essayer tout un tas de nouvelles manières de faire de l'agriculture à travers ce tableau de bord et ce format. Et ce tableau de bord et ce format est ma manière de partager de manière open source et transparente ce que je fais sur ma ferme d'un point de vue technique, les résultats que ça a donné, les échecs, les réussites et les conclusions qu'on peut avoir, de manière à ce qu'il puisse y avoir un début de travail collaboratif, une manière de travailler et de fonctionner ensemble, de faire ma ferme pour faire avancer les pratiques et faire un réseau. Les vidéos sont structurées d'une certaine manière, vous allez le voir, je vais vous le présenter dans cette vidéo. En gros, on commence par la raison pour laquelle la vidéo existe. Pourquoi cette vidéo? Parce que je ne veux pas faire du contenu pour faire du contenu et satisfaire l'algorithme, c'est pas trop l'idée. L'idée c'est vraiment de faire des choses quand elles sont utiles et quand elles vont permettre de faire avancer des points de vue ou expliquer l'avancée de mes expérimentations. Donc pourquoi cette vidéo? Une question globale pour expliquer quel est le sujet de la vidéo et à quelle question on va répondre. Ensuite le contexte de l'expérimentation, de la vidéo, de ce qui se passe. La compréhension et l'analyse par rapport au contexte. Une hypothèse, conclusion, histoire de dire, bon, on a un contexte, on est dans cette situation, on en comprend ça, et on s'aperçoit que ça a tel levier, alors on peut faire l'hypothèse que si on fait comme ça, peut-être ça donne ça, donc ça repart sur une autre expérimentation, ou nous sommes arrivés à ce que l'on voulait savoir, donc conclusion, c'est satisfaisant, c'est pas satisfaisant, on peut faire mieux, on peut moins bien faire mieux, donc hypothèse, et on repart sur notre expérimentation. Hypothèse et conclusion, donc toutes ces parties peuvent être en plusieurs parties évidemment pour visualiser et aider à faire comprendre comment fonctionnent les choses. Et ensuite, un plan d'action pour, voilà, s'il y a une hypothèse et d'autres expérimentations, eh bien on met, voilà, ce qui reste à faire, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et les prochaines vidéos à venir sur la chaîne pour que vous puissiez avoir des petits teasers, des petites envies, proposer des propositions, poser vos questions, me faire des propositions pour que je puisse répondre, faire une forme de vulga aussi, puisque j'ai une certaine expérience dans le milieu agricole et je pense qu'aujourd'hui j'arrive à un niveau où je peux commencer à conseiller des jeunes à s'installer quand ils sont en NIMA, non issus du milieu agricole. Donc voilà, cette chaîne YouTube, elle a un peu toutes ses fonctions, et donc on peut commencer par le début de cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? Quel est son but? Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est de vous présenter le projet de la base vivrière, qui aujourd'hui donc s'appelle la base vivrière, donc qui est un projet qui devrait se dérouler sur un petit hectare de terre agricole, et qui consiste à faire du maraîchage avec un atelier de poules pondeuses, et de s'installer, et de commencer à gagner ma vie avec ce système-là. Il va y avoir tout un tas d'expérimentations, il y a aussi tout un tas de choix techniques que je vais faire et que je vais du coup justifier, expliquer et placer des objectifs pour dire voilà, j'ai fait ces choix techniques dans tel objectif. Donc, on va voir ensemble si l'expérimentation et la pratique nous permettent d'atteindre ces objectifs, les avantages, les inconvénients, etc. Et documenter ça au jour le jour, ou en tout cas de manière chronologique, une fois par semaine. On verra le débit que j'ai pour faire des vidéos. Mais voilà, l'objectif c'est d'y aller petit à petit. Et de vraiment avoir un côté journal de bord, de manière à ce que ça puisse être un témoignage. Euh, Souvent, je regarde énormément de vidéos sur YouTube et ça m'a beaucoup aidé à apprendre beaucoup de choses sur l'agriculture et à rencontrer différentes manières de faire, mais parfois c'est juste des témoignages a posteriori de quelqu'un qui nous explique son histoire. Et ça manque un peu de technicité, ça manque un peu aussi de validation et de vérification, de se dire est-ce que vraiment le mec ce qu'il nous dit c'est vrai ou est-ce qu'il a un peu arrangé les choses, est-ce que voilà. Le format comme celui-ci a pour objectif d'être un peu plus transparent et de permettre aussi une meilleure compréhension, d'avoir un autre prisme et de vivre une forme d'histoire et de récit qui emmène dans ses choix, dans ses directions, afin de mieux comprendre les conditions dans lesquelles je suis. Il y a un autre truc qui est très important aussi, je trouve, c'est je commence à faire un peu des digressions, ça va être ma spécialité, vous allez le voir. Mais en gros, parfois on se dit pourquoi cette personne a fait ces choix-là, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre pourquoi elle a fait ces choix-là. Et donc on dit, mais ce mec est débile, parce qu'en fait, il faut pas faire comme ça dans l'agriculture, il faut plutôt faire comme ça. Or, si on avait toutes les cartes en main, on pourrait mieux comprendre. Un système en journal de bord qui permet de suivre régulièrement l'activité et l'avancée des choses.
Rapidement, donc contexte de l'expérimentation, qui je suis issu d'une famille 100% agriculteur, tous mes oncles et tous mes tantes sont agriculteurs, tous, la plupart, tous dans le Vaucluse, dans le sud de la France, et tous dans des agricultures de petite taille et à très forte vente directe. Donc on a tous fait très tôt la bifurcation et on s'est plutôt coupé des circuits longs de la grande surface, de la GMS, des revendeurs, et on essaye d'avoir le plus possible le client proche de nous. Ensuite, j'ai fait un BTS en analyse et gestion d'entreprises agricoles. Donc, en fait, c'est un BTS comptabilité, mais adapté à l'agriculture, puisque la comptabilité agricole est un peu particulière. C'est un des premiers points de vigilance qu'il faut faire, c'est qu'un comptable qui ne serait pas habitué à traiter des sujets d'exploitation agricole pourrait être un mauvais comptable, ou en tout cas un comptable moyennement compétent, parce que la comptabilité agricole est particulière, et donc c'est ce que j'ai pu apprendre au BTS. Ensuite, pendant ce BTS, je l'ai fait en alternance et j'ai travaillé dans des systèmes de serre hors sol, ce qui était tout à fait différent de ce que je faisais avec ma famille, puisque ma famille, c'était plutôt de la vente locale et directe. Le système hors sol, c'est clairement à but de commercialisation longue et d'intermédiaire et de vente à l'export ou même dans des grandes villes. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes économies. Donc le fait d'avoir pu étudier les modèles économiques de ces exploitations industrielles me donne un recul sur, on va dire, les différentes manières de faire de la comptabilité et de la gestion. On parlera après dans la partie analyse de ce que j'en ai tiré. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait 3 ans d'agriculteur avec ma famille. Ma famille fait de la pomme, de la poire et du kiwi en bio, 100% vente directe. Et donc, j'ai participé à l'élaboration de magasins de producteurs, de distributeurs automatiques, d'AMAP, de livraison de cantines scolaires, toutes ces choses-là qui sont tout un tas d'expériences qui permettent de mieux comprendre qu'est-ce que la vente directe, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque vente directe et pourquoi certaines sont moins intéressantes que d'autres, pourquoi certaines ne sont pas porteuses d'avenir. Voilà, donc pareil, un gros socle, et il y a aussi une grosse partie technique de s'occuper des champs, s'occuper des équipes, s'occuper de la plantation, de la sélection du greffon, de la sélection de scie. Ma famille anciennement a fait aussi du maraîchage quand j'étais jeune, donc j'ai aussi une vision du maraîchage et de la facilité, enfin en tout cas j'ai une facilité au maraîchage et à l'arboriculture. 2 ans d'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que en fait sur l'exploitation familiale, je ne suis pas arrivé à trouver ma place au tout début. Et du coup, je trouvais que les modèles de vente directe que j'avais étudiés n'étaient pas assez performants et qu'en tout cas, ils n'étaient pas assez capables de pouvoir répondre aux enjeux que j'attendais de la vente directe. Et donc, j'ai voulu créer un genre de magasin de producteurs miniaturisé dans l'objectif de réduire les coûts et les charges du magasin de producteurs et d'augmenter la performance de la vente directe, etc. Ça a été une très belle aventure. J'ai beaucoup appris sur le marketing, sur la manière de vendre. J'ai rejoint des incubateurs d'entreprises, etc. Et un an, là, en ce moment, aujourd'hui, en 2026, je suis conseiller dans un centre d'études techniques agricoles, maraîcher. Donc, du coup, je m'occupe de conseiller une vingtaine d'exploitants agricoles qui font du maraîchage dans le sud de la France et essayer d'améliorer leurs pratiques de culture, la fertilité de leur sol, leur modèle économique, qu'ils fassent attention, voilà, à pouvoir stabiliser et améliorer leur performance économique et faire du lien entre eux, du réseautage entre eux, faire vivre un réseau. Voilà, c'est mon travail aujourd'hui. En gros, euh, toute la partie technique ingénieriale de l'agriculture traditionnelle, conventionnelle et même un peu l'agriculture bio, mais un peu de gros volume, est tournée dans ce sens-là. C'est-à-dire que la recherche travaille pour les gens qui font de très grosses surfaces et à but de circuits longs. Or, vous allez voir, mon hypothèse, c'est que cette agriculture-là a 10 ans d'espérance de vie devant elle, parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs qui veulent travailler dans cette filière-là et qu'il n'y a personne pour reprendre ces exploitations, et que par conséquence, la R&D s'adressant à l'avenir, la R&D doit être au service de l'agriculture qui vient et pas de l'agriculture qui est. Et donc, je ne trouvais pas ma place et je ne trouvais pas ce sens à continuer à travailler là, donc j'ai décidé de relancer un projet qui faisait du sens, etc., qui est la base ouvrière et dont on va parler sur cette chaîne. Toutes ces expériences, du coup, vous pouvez le voir, je vais vous le dire très rapidement, mais en gros, en tant que jeune agriculteur et issu d'une famille agricole, j'ai compris qu'il y avait un manque de jeunes pour s'installer. Ça, et aussi à l'école, et quand j'étais en BTS agricole, j'ai appris tout ça. Donc il y a un vrai problème de renouvellement de génération, parce que le métier tel qu'il est aujourd'hui n'est pas forcément enviable. On verra dans d'autres vidéos pourquoi peut-être il n'est pas enviable. La fertilité des sols est un vrai problème puisque nos sols s'érodent et ils ont de plus en plus besoin d'intrants pour être fertiles et c'est un problème. Le climat change, la dépendance aux approvisionnements, notamment au pétrole et aux énergies, est un problème vu qu'avec l'augmentation des coûts de l'énergie, ça fait augmenter le coût de production et ça nous rend moins compétitifs par rapport à la concurrence internationale.
Les difficultés à vendre juste sur le marché local ou sur le marché international, et le surendettement qui fait que les agriculteurs sont dans une boucle infernale qui les force toujours plus à vendre. Ce que je rejoindrai, qui n'est pas marqué sur diapo, par un problème fiscal qui est que l'agriculteur est toujours incité à investir dans son outil pour éviter de payer des impôts. Or, parfois il faudrait juste qu'il arrive à mettre de l'argent de côté, mais les règles fiscales font que mettre de l'argent de côté revient à payer beaucoup d'impôts. Donc du coup on préfère surinvestir plutôt que payer les impôts, alors que la stabilité de la ferme serait dans mettre de l'argent de côté au cas où les années sont dures, parce que l'agriculture est extrêmement volatile en termes de modèle économique. Donc avoir un matelas de sécurité en cas où on passe une ou deux mauvaises années d'affilée, c'est indispensable. Or aujourd'hui, les pratiques fiscales font que c'est quasiment jamais les solutions qui sont prises par les agriculteurs pour fiabiliser leur modèle. Quand j'ai fait mon alternance en hors-sol, j'ai vu un modèle hors-sol de grande exploitation qui avait une impasse clairement de rentabilité, qui n'était pas rentable, dont il fallait qu'il s'équipe de cogénération et de d'autres activités annexes à l'agriculture pour trouver une rentabilité. Donc je le dis et je persiste ici, le modèle industriel du maraîchage hors-sol n'est pas rentable, parce qu'il a besoin aujourd'hui de créer de l'énergie de manière gratuite pour être rentable. Donc en fait, c'est un producteur d'électricité qui arrive à chauffer ses serres grâce à son outil, qui permet accessoirement de valoriser la chaleur de la production d'électricité, d'un point de vue flux et rentabilité économique. Mais une exploitation agricole hors sol aujourd'hui n'est pas rentable. Elle est subventionnée, très lourdement subventionnée, c'est pour ça qu'elle arrive encore à s'en sortir un peu. C'est très important de le comprendre parce que c'est aussi le cas de la plupart des grosses exploitations. Elles sont soit très subventionnées, soit elles reposent sur des choses qui ne sont pas agricoles, qui sont d'autres acquis commerciaux, fonciers, qui font qu'elle arrive à s'en sortir. Mais c'est pas l'activité agricole qui fait qu'elle s'en sort, et donc c'est parfois mal compris dans le discours politique qui consiste à dire qu'il n'y a que la grosse exploitation agricole qui est capable de sauver la souveraineté alimentaire du pays. C'est faux, parce qu'elle n'est pas rentable. Elle est polluante, elle est souvent inhumaine dans ses conditions de travail, hein, voilà, un peu des fermes-usines où les raies sont droites et l'humain fait des choses répétitives toute la journée, un peu comme à l'image de Charlie Chaplin dans les usines, où en fait, au lieu d'avoir le tapis roulant qui nous passe devant les yeux, c'est nous qui courons le long de l'arrêt, le long du tapis roulant qui est en fait l'arrêt. Et nous, toute la journée, on fait ça et on ramasse des pommes toute la journée, on taille et on machin. Donc c'est un travail qui est profondément abrutissant et qui participe au fait que les jeunes ne veulent pas y travailler parce que ça n'a pas de sens. Or, je suis convaincu qu'une agriculture plus artisanale, plus paysanne, est porteur de beaucoup plus de sens. Parce que, justement, les objectifs, les KPI ou les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Et c'est toute l'idée de cette chaîne, c'est d'arriver à créer un nouveau récit, à montrer aux gens qu'on peut redevenir agriculteur dans un métier qui fait du sens, sans souffrir, sans être surendetté, sans ne pas avoir de temps pour sa vie, et sans tout le cliché qui va avec l'agriculteur. Et on en parle dans la diapo juste après, qui est dans aussi compréhension et analyse. Ma tentative de faire un magasin agricole miniaturisé m'a fait comprendre foncièrement que le commerce est un monde de gens qui ont de l'argent et que c'est l'emplacement qui fait 90% de la réussite de votre commerce. Donc, par conséquent, si vous n'avez pas le bon emplacement, vous n'avez pas la clientèle et donc vous n'existez pas. Or, aujourd'hui, qui est capable de s'acheter les meilleurs emplacements? Les multinationales, les grands groupes, les GMS, et donc c'est eux qui captent la part de marché sur ces créneaux-là. L'agriculteur, même s'il se rassemble en groupe, n'a pas la capacité d'aller acheter une surface de zone périurbaine fraîchement construite ou fraîchement urbanisée pour y faire sa place. Et c'est un vrai problème puisque du coup c'est pas l'économie locale circulaire qui bénéficie de cette part de marché, et il y a une vraie prédation et c'est très documenté, je vous laisse voir là-dessus, il y a beaucoup de choses sur internet là-dessus, où en fait ces zones périurbaines, ces grandes surfaces et ces centres de consommation tuent nos centres-villes tout simplement, et nos petits artisans et notre savoir-faire français, etc. etc. Donc voilà, c'est une des choses que j'ai compris. Et donc après avoir voulu à quelque part faire de l'entrepreneuriat pour rêver à la start-up et compagnie, j'ai compris que c'était une voie sans issue et qu'en fait, même si il y avait une issue personnelle, il n'y avait pas d'issue collective puisque ça allait avec la prédation de quelqu'un d'autre sur le marché qui lui avait un vrai savoir-faire en artisanat. Rapidement, le monde technique et ingénierial autour de l'agriculture a surtout pour intérêt de faire maintenir le modèle existant, qui est un modèle plutôt conventionnel à circuit long. Et ils essayent de résoudre un problème économique, donc le fait qu'en fait les agriculteurs ont trop d'intermédiaires entre eux et le client, que c'est les intermédiaires qui prennent de la marge et que par conséquent ils s'en sortent pas. Ils essayent de résoudre ce problème économique par des problèmes techniques, et en fait on tourne en rond. C'est pas parce qu'on va optimiser de 2 ou 3% la production dans le champ que l'agriculteur va mieux s'en sortir. C'est pas... Et même pire, on crée plein d'autres problèmes en faisant ça. On détaillera tout ça dans les pratiques et les itinéraires techniques et les choix d'itinéraires techniques
que je ferai sur le lieu de la base vivrière. Mais en fait, plus on veut un système performant, plus on prend des risques, puisque le moindre engrenage dans le système et tout tombe à l'eau. Donc voilà, ce qui m'a fait changer de position. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a besoin en profondeur, un vrai changement en profondeur de nos attentes et de ce que l'on attend de l'agriculture, de la manière que l'on a d'être à l'agriculture. Et donc aussi notre manière de vivre ensemble, notre manière de s'intéresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des clients, des consommateurs ne prennent pas trop de temps pour essayer d'accorder du temps à l'agriculteur et aller chercher et se rapprocher de l'agriculteur pour avoir des prix moins chers et de la qualité moins chère, parce qu'on est tous enfermés dans nos biais de facilité. Moi le premier, où je rentre du travail, je passe par la grande surface parce que c'est là qu'elle s'est implantée, parce que c'est là que l'on passe le plus souvent, et donc du coup bim, je m'arrête et je fais les courses au lieu de faire les 5 adresses des agriculteurs que je connais pour aller me fournir. C'est pas une critique, c'est un constat qu'il faut qu'on organise socialement et même d'un point de vue de l'urbanisme autrement notre manière de déplacement et de vivre, pour en fait vouloir changer les choses aussi d'un point de vue économique. Ou s'engager politiquement pour dire mais dans nos zones industrielles et dans les endroits qui sont très passants et où l'on passe régulièrement, on veut retrouver davantage de produits artisanaux et de circuits courts, plutôt que de trouver des produits de l'international dont on sait que les valeurs nutritives et les bienfaits pour la santé sont moindres. Et donc, il faut créer un nouveau récit de l'agriculture pour donner aux jeunes l'envie de revenir, parce que c'est quand même le truc le plus important. S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'avenir, même si on est tous en bio et qu'on est tous hyper clean. S'il n'y a pas de jeunes pour travailler, c'est pas les gens de 60 ans qui vont se mettre à se courber les chines dans les champs pour ramasser les pommes de terre. C'est assez évident. Donc il faut du sang neuf et il faut des jeunes, il faut qu'ils aient envie d'y revenir, il faut qu'ils comprennent. Et c'est vraiment important chez les jeunes de le comprendre, et c'est vraiment un message que je tiens dans cette première vidéo. Nous avons intérêt, nous les jeunes, de s'investir de la question agricole. Parce que vraiment, il va y avoir besoin à l'avenir de manger. Parce que croire que le monde dans lequel on arrive, le monde géopolitique dans lequel on est, et on arrive avec les fluctuations et les conflits géopolitiques, va être un monde tranquille d'un point de vue approvisionnement de ressources et approvisionnement de flux de matière en général, que ce soit l'énergie ou tout ça, c'est faux. Donc on va vivre des crises où il va falloir plus se contenter d'avoir des gens en local dont on sait qu'ils sont assez résilients ou assez robustes pour continuer à produire, même sans engrais, même avec un peu moins de pétrole, même avec un peu moins de gaz, ou même sans parler de un peu moins. Juste, si le coût du gaz augmente, est-ce que le prix de ma pomme de terre augmente? Ça, c'est des choses dont il faut arriver à décorréler les effets, et ça fait partie des nouveaux modèles économiques à construire qui sont extrêmement épanouissants et extrêmement remplis de sens. C'est un peu voilà ce que je mets dans cette vignette, que je peux agrandir peut-être que pour que vous puissiez la voir un peu mieux. On a cette image, à gauche c'est caricatural évidemment, mais on a cette image de l'agriculteur qui peine dans un monde qu'il exploite et dont les intermédiaires prennent la marge. C'est le cas, hein, mais là l'image est caricaturale dans les deux sens. Hein. Et en fait on a un modèle agricole qui est à bout de souffle et qui ne fonctionne plus. Alors qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que la chaîne s'appelle l'hélioculteur, c'est aussi une manière différente d'être à l'agriculture, quelque chose qui est plus vertical. L'agriculteur n'est plus courbé, fatigué, la tête dans le guidon dans son exploitation, mais il se redresse et il essaye de voir de manière plus large. Il est plus que juste un technicien professionnel de la production agricole. C'est quelqu'un qui veille à ce que l'écosystème autour de lui soit en bonne santé pour la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation, une énergie renouvelable, mais aussi voilà, la biodiversité, le bien-être, le fait que les gens vont pouvoir avoir envie de se balader sur son terrain pour faire des petits parcours de randonnée, le fait que ça puisse être un lieu d'accueil, une exploitation agricole, et que l'on puisse partager des moments ensemble, de récolte, de banquets, de fêtes, quoi, des moments où, au lieu d'être obligé d'aller dans un festival où on va payer X centaines d'euros pour écouter de la musique, entre copains, on se donne un lieu et on y va et on n'est pas obligé de payer une consommation, etc., etc. Une ferme, ça doit être, je pense, pour que ça revive et que ça change de philosophie par rapport à l'agriculteur isolé dans son coin qui souffre. Il faut que la ferme redevienne un lieu collectif, commun, quelque chose qui n'est pas privé, qui n'est pas avec des barbelés autour. Aujourd'hui, il y a des vols de plus en plus sur les exploitations des agriculteurs, donc les agriculteurs font de plus en plus de clôtures, de barbelés pour protéger leurs récoltes. C'est pour moi le signe qu'on va dans le mauvais sens. Enfin, les gens doivent être proches de la nature, doivent être proches de l'agriculture. Donc changer notre mentalité, notre philosophie par rapport à ça, c'est important. Petit détour aussi qui a son importance, le fait que ce soit une aventure collective et sociale et solidaire, c'est aussi ne pas faire peser tout le risque financier du surendettement et de l'endettement
et du travail sur le dos de l'agriculteur. Un agriculteur seul qui s'installe aujourd'hui, il prend les risques financiers, il prend les risques de travail, il prend les risques de tout. Et au final, il se retrouve seul et les clients, ils le connaissent même pas. Ils achètent à la grande surface ou au marché ses produits. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Et vous avez des problèmes dans votre vie, vous avez mal au dos parce que vous avez passé la veille penché. Ah ben, bon courage. Voilà, bon courage. Moi, on me disait souvent ça au marché. Bon courage. Les gens qui étaient conscients que le métier était compliqué, la seule chose qu'ils vous disent, c'est bon courage. Ben non. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de le faire ensemble? Et toi, tu vas pouvoir peut-être venir m'aider. D'ailleurs, ça va t'épanouir, parce que peut-être ça va te sortir de ta sédentarité. Ça va peut-être aussi te sortir d'une forme de solitude, parce que dans la vie, on le sait, de plus en plus, les cas de solitude, de burn-out ou autre, d'isolement social se répètent. Est-ce que mamie qui est à la retraite, qui s'ennuie un peu, elle n'a pas intérêt à venir inviter au petit déjeuner les jeunes et les gens qui travaillent sur l'exploitation de manière bénévole pour montrer sa recette de confiture et de crêpes qu'elle va pouvoir transmettre? Enfin, tout ce lien-là peut se faire au sein d'une ferme si elle est designée pour l'accueillir. Et donc le but de la base vivrière, c'est pour ça qu'elle porte ce nom, c'est qu'elle n'a pas forcément une vocation que agricole. Vivrière, ça sous-entend qu'elle va nous nourrir, mais elle nous nourrit aussi d'humain, de relations et de ce qui fait sens pour nous. Elle ne nous nourrit pas que d'alimentation. La base vivrière, c'est un endroit où on revit, où on renaît, où on retrouve du sens. En tout cas, c'est l'objectif que ça a. Et toute cette chaîne YouTube est là pour documenter la manière dont cette idée d'autres manières d'être à l'agriculture et à la vie se développe, les complications, les choses à apprendre pour que ça puisse se redévelopper ailleurs, etc. etc. Donc le plan d'action, c'est que vous l'avez vu, on commence en janvier les petites séries de vidéos. On a à peu près 6 à 12 mois de conception du projet et d'explication du projet, de vulgarisation en tout genre pour commencer à créer une communauté et des gens qui sont intéressés par y participer. J'espère que certains d'entre vous habitent proche de chez moi et qu'on pourra se retrouver une fois par mois, deux fois par an ou même toutes les semaines. Si certains veulent s'installer, il y a l'opportunité sûrement de trouver de la place pour tout le monde également. Si quelqu'un veut juste avoir un bout de jardin et partager collectivement un bout de jardin au lieu de s'acheter un petit précaré que l'on va payer pour faire son petit jardin les uns à côté des autres, comme ça peut se faire de temps en temps, où on va acheter en fait son morceau de précaré et faire un genre de HLM, des petits jardins privatisés. Avoir plutôt une gestion collective et se dire moi là je vais prendre une petite raie de 10 mètres et je vais faire de la patate douce. C'est une amie à moi qui m'a dit ça et elle me dit on faisait de la confiture de patate douce blanche, mais la patate douce blanche je ne la trouve plus, pourtant je peux avoir des graines et je peux la cultiver et j'ai pas de terre, en tout cas j'ai pas de terre faite pour ça, et puis même si j'ai une terre qui va s'en occuper, moi je suis pas très compétente, etc. Au sein d'une ferme où il y a déjà de la compétence, des gens et une vie, c'est des choses qui sont possibles. J'ai une autre amie aussi qui m'a dit il y a 5 ou 10 ans je voulais faire des herbes aromatiques. Mais ma famille, tout ça, m'a plutôt démotivé à aller là-dedans, et je me suis aperçu aussi qu'il faudrait une telle surface d'herbe aromatique pour que je gagne ma vie que ma passion allait être broyée par en fait ce besoin de rentabilité. Et bien, peut-être que ce lieu peut permettre à chaque personne de s'y investir, de partager, et je pense que même sans payer de loyer, la simple richesse que les gens apportent au lieu en participant par l'économie participative, et ça c'est une partie que l'on verra ensemble dans un autre épisode, mais au lieu d'être dans une économie marchande où tout s'achète, où tout se monnaie, où tout se loue, être dans quelque chose de la participation. C'est-à-dire à partir du moment où j'existe dans ce lieu et je participe, j'y apporte une valeur, et du coup ça a intérêt aux autres gens de nous rejoindre pour créer société au sein de ce groupe. Et donc on en parlera une autre fois, mais c'est assez intéressant. Donc 2026, de la vulga, de l'explication des choix techniques et économiques et humains, construire le projet ensemble, c'est ce que j'ai dit en fait sans regarder les notes, et le plan, c'est première plantation au début d'activité en avril 2027, qui commencera soit par un lot de poules, soit par quelques serres maraîchères. Donc voilà les vidéos qui nous restent à suivre. Je vous laisse les lire, je vous les détaille pas. À la limite, je peux supprimer celle-là parce que je viens de la faire. Et voilà, j'aurai comme petite blagounette à la fin de vous dire que comme ce parcours-là va être parsemé d'embûches, qu'il faudra garder la force et le courage de continuer à faire cette bataille de recréer en fait une société dans la société, quelque chose qui correspond, je le pense, plus à ce qu'attendent les gens d'une agriculture qui prend soin d'eux. Je finirai par vous dire que la force soit avec vous. Merci.